Bonjour à tous et à toutes et merci pour votre fidélité sur les antennes de Label Télévision et Radio. Vous êtes dans votre programme bimensuel qui donne la parole à la jeunesse. Aujourd'hui dans Forum Ado, nous allons parler de réinsertion sociale des jeunes incarcérés. Avec nous, nous avons choisi de partager ce plateau avec des jeunes très intéressants et qui ont beaucoup à dire sur ce sujet. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par le monsieur à ma gauche, voilà. Monsieur Edje, j'ai envie de le dire comme ça, on va utiliser nos pseudos, voilà, parce qu'ils sont effectivement les plus connus. Donc, vous faites de la musique, hein, et on a écouté justement cette chanson qui a fait du bruit, hein, et qui a eu une grosse influence, voilà, dans laquelle vous parlez des goudronniers, vous parlez de ce qu'on fait dans la rue, poignardé, et on se rend compte que ce que vous dites, ce sont des faits, c'est constaté, mais que quelque part, ça a une influence sur la génération que nous sommes. Oui, effectivement, ça a une influence parce que les jeunes de maintenant, du moment que ça sort des grossièretés, du moment que ça donne envie de danser, du moment que ça, en fait, quand on écoute le morceau, on a juste à faire des trucs négatifs, ça, les jeunes, ils se sentent à l'aise dans ça. Je l'ai pas fait parce que je voulais inciter, j'ai jamais fait le morceau pour inciter la jeunesse en un mot. Je l'ai fait juste parce que je me dis que c'est la tendance. Tout le monde veut danser, tout le monde veut bouger, voilà. Donc, j'ai jamais pensé que, voilà, je vais faire un son qui va, non, j'incite pas, je pense même pas à ça. À inciter les jeunes à faire n'importe quoi. Mais après, en tant qu'artiste, hein, quand vous voyez et que vous constatez justement qu'il y a eu cette influence-là, est-ce que quelque part ça vous remet en cause, est-ce que ça a bougé justement votre façon de faire? Oui, là, je me remets en cause parce que déjà, j'ai fait le son La Volatile. J'ai même pas eu, je l'ai fait à la maison, 30-20 minutes, je l'ai posté, je pensais pas au retour, je m'attendais même pas à ce que ça aille loin, donc bon, maintenant je me rends compte que ça a pris une ampleur vraiment que je capte même pas, donc du coup, je me remets en cause, je me rends compte que oui, je suis allé un peu loin, mais comme je disais, j'incite vraiment pas, je l'ai pas fait dans le but d'inciter la jeunesse en un mot. Formidable. Ouais. Nous sommes avec celui qu'on appelle le parano de l'éternel et pour d'autres le schizo-parano de l'éternel. Vous avez touché comme ça du doigt à l'univers carcéral, quoi. Et vous en êtes en sorti la tête haute. Est-ce que vous avez bénéficié d'un programme de réinsertion, j'ai envie de le dire comme ça? J'ai pas bénéficié d'un programme de réinsertion, pas du tout, non. C'est juste que moi-même, je me bats à créer mon association de réinsertion, mon équipe et moi, afin que chaque jeune qui se trouve dérouté réussisse quand même à se retrouver sur la bonne route. C'est un peu ça mon combat. Raison de plus pour laquelle je passe sur les réseaux sociaux en postant des vidéos où je sensibilise. D'autres prennent mes vidéos encore à la blague. Là, c'est un ban. On ne croit pas au changement. En fait, c'est un peu ça. Mais c'est qu'avec le temps, ils vont comprendre un peu. C'est un peu. Un peu. Avant de partir vers Déborah depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, nous allons donner la parole comme ça à monsieur le porteur qui fait partie de votre équipe. On a décidé de changer parce qu'on a vu que la vie qu'on menait n'était pas la bonne vie. On a décidé d'apporter un peu notre sagesse à ceux qui ne connaissent pas ce que nous on a vécu quand on était en prison. On veut un peu les édifier que la vie qu'ils veulent mener n'est pas la bonne vie, que c'est que nous sommes là aujourd'hui. C'est bien compris et merci d'être avec nous. Je voyais Déborah là-bas qui a des papillons dans le ventre. Déborah, vous œuvrez justement pour la réinsertion des jeunes de la rue, des ex-détenus. Comment votre activité se passe au niveau d'Abidjan? Au niveau d'Abidjan, la demande est, je vais dire ça, forte parce qu'on a un taux de délinquance qui ne fait que grimper, qui augmente aujourd'hui avec beaucoup de fléaux sociaux. Mais il y a quand même beaucoup d'organisations de la société terrain pour travailler et donc ça permet d'alléger un peu la tâche. Elle reste quand même ardue. Ok, c'est bien compris. Monsieur le parano de l'éternel, ou sinon pour d'autres on dira le schizo-parano de l'éternel, nous sommes avec le porteur, nous sommes avec Edje. On se rend compte que vous avez une imagination débordante. D'où vous viennent justement ces différentes appellations? On va commencer par lui. Est-ce que la rue exclut de porter le nom ou le prénom que maman nous a donné à la naissance? Pour votre cas, le parano de l'éternel. Mon cas, le parano de l'éternel, c'est un sobriquet que j'ai pris comme ça.
Parce que c'est un vrai parano. Ok. Et bon, l'Éternel, c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est un peu ça. Donc, parano de l'Éternel. Donc, le parano de Dieu. Est-ce que c'est une façon de dire justement que Dieu ou l'Éternel, dont vous citez... C'est-à-dire, bon, quand je dis le parano de l'Éternel, c'est pour dire aux gens que c'est pas parce que je faisais des trucs négatifs que je n'ai pas un cœur qui peut pardonner, ou encore, comment dirais-je, un bon cœur en un mot. Donc, c'est dire que bon, lui là, c'est un bon, c'est que tout pour lui, c'est en mauvais, en négatif. C'est-à-dire, donc, tu peux venir me demander un service, je veux dire t'amener ça, point. C'est comme ça, dire. Il va l'emmener pointe. Je crois que c'est une très belle émission aujourd'hui. On aura la faveur d'avoir un sous-titré pour traduire justement toutes ces expressions-là qui ne passeraient pas à l'entendement de nos parents. Monsieur Etougou, vous êtes un jeune étudiant en 2e année de management. À côté de cela, vous faites la musique, vous faites appeler AJ. Est-ce que justement l'étudiant que vous êtes, le jeune responsable que vous êtes, est parfois influencé par ce que vous faites à côté en termes musical? Oui, bon, parce que déjà, je peux pas mélanger la musique, les études, je peux pas, c'est un peu compliqué. Tout de suite, si vous me permettez, quand on écoute le morceau que vous avez fait sortir, on s'imagine pas que c'est un jeune intellectuel étudiant qui l'aurait Effectivement, jusqu'à là même en ce moment, les gens, ils savent. Quand ils entendent DJ, tout ça, mais DJ là, c'est le beatmaker là, celui qui fait les instruments de dancer là, mais il chante maintenant. Non, ça c'est un son. Et quand lui, il peut pas chanter ça. Après, quand on se rend compte que c'est moi, les gens, donc c'est lui, effectivement. C'est compliqué parce que, bon, la musique, c'est comme ça. Souvent, on rentre dans les peaux des personnages que nous ne sommes pas vraiment. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres qui chantent la rue, mais ils ne vivent pas la rue. Il y a d'autres qui chantent l'amour, mais ils ne vivent pas l'amour. C'est un peu ça. Effectivement, dit comme ça, on le comprend mieux. Voilà. Alors, Déborah, dites-nous, est-ce que comme ça, en Côte d'Ivoire, l'État a mis en place un processus, un protocole de réinsertion pour les ex-détenus, ou alors c'est l'apanage justement de la société civile, des ONG en général? Oui, au niveau de la Côte d'Ivoire, l'État, depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de plateformes mises en place par l'État pour mettre en place des systèmes de réinsertion et améliorer les conditions de détention. Il y a quand même eu dans ce sens-là depuis 2013. Maintenant, en termes d'action pratique, récemment, l'État passe une ferme pénitentiaire d'environ 450 hectares et de 300 détenus. Donc cette ferme pénitentiaire permettrait la mise en place de plantations, donc l'agriculture et l'élevage, qui permettrait en fait aux détenus. Donc il y a une sélection de détenus et sélection va mettre en place, travailler dans cette plantation et dans l'élevage et permettre à alimenter toutes les autres maisons d'arrêt du pays. Donc il y en a 34 en tout et cette ferme est censée la nourriture, on va dire ça comme ça, à tous ces. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Je vais revenir avec le parano de l'Éternel. Lorsque vous sortez de prison et que la société vous accueille, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, lorsqu'on a cherché à rentrer en contact avec vous, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un protocole, j'ai envie de dire, législatif autour de vous, entre le manager à vos côtés et le conseiller juridique. J'ai envie de dire comment et pourquoi. Comment un conseiller juridique et pourquoi? Bon, un conseiller juridique. Comment je pense justement aux moyens, parce que vous sortez de prison et quelques temps après, vous faites assister par un conseiller juridique. Comment? Si j'ai eu un conseiller juridique, c'est par rapport à la situation dont beaucoup voulaient déjà me mettre, quoi. Les gens, quand ils me voient, c'est pas le gars qui est passé sur les réseaux sociaux pour vol. Ils l'ont libéré. Au Gabon, il n'y a plus la loi. Au Gabon, effectivement, on pense à cette vidéo qui a fait le tour de la toile. Pour laquelle j'ai demandé à mes parents de me trouver un conseiller juridique afin que je puisse bien marcher dans Libreville, parce qu'il n'y a que moi-même qui connais pourquoi j'ai été arrêté. Il n'y a que moi aussi qui connais pourquoi on m'a laissé. Pour eux, c'est que je me suis peut-être évadé. Tu vois un peu, parce que pour beaucoup, je suis, je sais pas, un criminel,
je sais pas, bon, c'est pourquoi je m'abstiens sur mon sobriquet, le parrain de l'Éternel. Après, mais les gens, je pense que c'est à raison, hein, c'est à raison ou à tort, on va le dire comme ça, on va se permettre de le dire comme ça. Plusieurs ont été braqués, plusieurs se sont fait secouer par des bandits, mais après arrestation, 2-3 jours plus tard, la personne se retrouve réhabilitée dans la société. Donc je pense que c'est un peu quelque part justifié ce que pensent les gens autour de vous. Bon, oui, c'est pas faux. C'est vrai, mais tous les bandits sont pas les mêmes. Hein. Okay. Il y a d'autres bandits qui peuvent te prendre, ils te rendent tout sur place. Ça dépend de la manière dont tu t'es aussi pris vers lui, parce qu'il y a d'autres comme ça. Oh, voleur. En fait, ça dépend de la manière dont tu chauffes. Si tu chauffes, il part. Tu les chauffes pas, tu viens poliment. Ah, voilà. Il peut te comprendre, il te reste tout ce qu'il t'a pris. Okay. C'est un peu ça. Bon, je sais pas, s'ils ont changé, c'est eux. Bon, moi, je n'étais pas la connaissance de quoi, c'est moi. Quand j'étais dans la rue. Dans les pam-pam. Quand j'étais dans les pam-pam, c'est-à-dire, si je tombe sur toi, et que peut-être je me fais pitié, ou bien que mon cœur peut-être me demande de te laisser, même si je t'ai pris les millions, je te laisse partir avec tes millions. Formidable. Avant de repartir tout de suite avec le porteur, j'ai envie de vous demander, est-ce que depuis que vous êtes revenu justement dans la société, vous êtes arrivé de rencontrer des personnes auprès desquelles justement vous avez déjà commis un forfait? Si oui, comment ça se passe? Oui. Entre le croisé des regards, à quoi ça ressemble? Bon, il y a une dame du quartier qui, sa sœur, a été la victime de braquage, mais pas par moi, par mon groupe. Ok. Bon, comme moi, j'étais chef de gang, donc du coup, elle est venue s'en prendre à moi. Les gens, c'est toi, t'étais dans tes frères et tout, machin. Moi, jusqu'à porter plein d'hommes m'a arrêté. Je suis sorti. Bon, comme les agents aussi savent faire leur travail, okay. Ils ont mené leur enquête, ils ont vu que c'est pas moi. Ils ont cherché ailleurs, ils se sont tombés sur les mises en cause. Les mises en cause, ils ont dit la vérité que c'est pas lui, on était seuls. C'est bien de le dire, hein, en fixant cette caméra. Parce que la maman est revenue après me dit, ah, mon fils, voilà. Hein, j'ai voulu t'envoyer en prison pour les trucs que tu n'as pas fait. Bon, Dieu merci, je suis sorti, je te vois derrière que tu as changé, tu n'as plus les mauvaises fréquentations autour de toi, ça me fait plaisir. En fait, je ne pensais même pas ça d'elle. J'étais étonné que c'est la maman qui a voulu m'envoyer en prison là. Comment elle s'ouvre avec moi comme ça tout d'un coup? Bon, c'est après que j'ai compris que normalement, il ne s'agit pas de changer physiquement, mais le comportement joue un grand rôle. Quand tu changes du genre dans la mentalité, la manière de faire les choses, la manière de se comporter, en fait, c'est un peu... Voilà, j'ai vraiment constaté que normalement, je ne suis pas destiné à demeurer dans la rue comme d'autres. Formidable, c'est bon à entendre, et sous d'autres cieux, notamment en Côte d'Ivoire, on arrive à ce résultat-là justement avec beaucoup d'exercices, avec un suivi. Justement, oui. Je parlais tout à l'heure d'un programme de réinsertion. Alors, on va se tourner vers Monsieur Ulrich, le porteur. Dites-nous comme ça, la rue quand même vous a donné une certaine éducation, et aujourd'hui, vous êtes rendu compte que l'éducation de la rue, j'ai envie de le dire comme ça, ne paie pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez autour de vous, j'ai envie de dire, une certaine assistance pour pouvoir vous prendre en charge? Non, je n'ai pas d'assistance pour me prendre en charge. Je viens d'abord d'un mauvais endroit. Je sors à peine de prison. J'ai pratiquement 5 mois de liberté. Donc, du coup, quand tu pars demander au travail quelque part, tout le monde hésite, tout le monde a peur. Et du coup aussi, on a un peu une mauvaise renommée à Libreville. On a un peu une mauvaise renommée parce qu'on était un peu les jeunes qui faisaient un peu la terreur à Libreville. Donc on a une mauvaise renommée en un mot. Donc quand tu marches, tu pars demander au travail chez une personne, si c'est pas lui qui te reconnaît, c'est soit son frère ou bien son collègue qui met la puce à l'oreille que non, le jeune qui est venu vers toi, c'est un délinquant. Donc du coup, oui, ça nous fait un peu mal parce qu'on a essayé de changer, c'est vrai. C'est vrai, bon, beaucoup ne croient pas à ce qu'on dit, mais on est obligé aussi de persister dans la même parole. On n'a pas porté une soutane venir devant eux pour dire qu'on a changé tout ça là. S'ils n'arrivent pas à nous croire, on ne sait pas comment on va faire, on est obligé de persister. Ce qui est sûr et certain, c'est que le seul témoin, c'est Dieu et nous-mêmes. Mais alors j'ai envie de dire, est-ce que le fait que ces portes comme ça vous soient fermées, est-ce qu'il y a des tentatives comme ça de récidivisme? Est-ce que ça sonne souvent
auprès de vous? Non, il ne peut pas avoir des tentatives puisqu'il y a des bricoles. On a des bricoles qu'on fait au quartier qui peut nous rapporter de l'argent. Comme notre vente des t-shirts, ça nous met à l'aise dans un côté, on peut subvenir à notre besoin facilement avec notre vente des t-shirts qu'on fait. Peut-être par jour, si on arrive à gagner 20 000, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui ne gagnent même pas 5 000 par jour. Si nous on arrive à gagner 20 000 par jour, c'est énorme. On peut faire quelque chose de bien avec et construire un business comme certains étrangers font. On peut économiser, on achète un taxi, on devient chauffeur. Il n'y a pas que le ministère dans la vie. On peut aussi avoir un fonds de commerce. On essaie un peu de se réinsérer dans la société. Ou bien c'est un peu ça. C'est très bien. Et là, j'ai envie de vous demander quel est justement votre leitmotiv. Qu'est-ce qui vous encourage à persister dans cette bonne voie? Ce qui nous donne un peu le courage, parce que quand on volait, on n'a jamais rien fait avec l'argent du vol. On n'a jamais rien fait avec. L'argent du vol nous a mis rien que des problèmes. Ça faisait en sorte qu'on ne marche pas bien. Ça fait en sorte que les gens te voient mal. Les gens vivent avec toi en hypocrisie. Ils sont avec toi à cause de l'argent. Quand tu pars en prison, tu ne vois personne. À ce point que tu vois, c'est ton père et ta mère. Si possible, même tes soeurs. Si possible, tes soeurs. Et les seuls gens qui ont le cœur de venir jusqu'à là-bas, c'est ta mère d'abord, en premier lieu. Ton père, même encore, ça revoit un peu. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vais me tourner comme ça vers Monsieur Stani. Est-ce que les propos de votre confrère vous font réagir? Si, il a tout dit, Il a tout dit en fait. C'est ce qu'on vit là tous les jours au quotidien, c'est ce qu'on vit là. Bon, on est déjà habitué. Okay. On va faire comment on peut vivre avec. Alors il faut qu'on le dise, je pense que les actions sont un peu plus importantes que les paroles. Dire à quelqu'un que j'ai changé, c'est moins éloquent que de poser des actions justement qui visent au changement. Vous le dites très souvent dans vos vidéos que God vous a touché, c'est ce que vous dites, voilà. God vous a touché et c'est peut-être pour ça que vous appelez le parano de l'Éternel, mais il en ressort que votre personnage suscite beaucoup de questionnements, j'ai envie de dire. Si God vous a touché, pourquoi dans votre fréquentation, parce que c'est que les gens veulent, les gens ils considèrent ce qu'ils voient, pourquoi dans vos fréquentations il n'y a pas d'homme d'église, d'imam, je sais pas, dans ce sens-là pour témoigner de votre changement? Bon, pour montrer que tu as changé, c'est pas forcément dire que tu dois marcher avec un pasteur ou un imam, non. En fait, ceux qui connaissent mon passé peuvent confirmer que j'ai changé parce que mon activité que j'ai menée au temps passé, c'est-à-dire je ne peux pas faire 30 secondes. En fait, j'avais la kleptomanie en fait. Okay. J'étais kleptomane. Donc du coup, tout ce qui bat, tout ce qui bouge, je touche. C'est un peu ça. C'est pourquoi j'ai décidé de m'abstenir dans mon changement, parler pour dire aux gens ce que je pense, ce que je ressens au fond de moi. C'est vrai, c'est dur, mais ça va aller, c'est un peu ça. Mais si vous pouvez nous énoncer comme ça 2-3 raisons très pratiques, comment le changement s'est fait? Dire que Dieu m'a touché, c'est bien. Mais comment le changement s'est fait à partir de la prison que j'ai sorti parce que j'ai commencé à avoir, on peut dire ça comment, une sorte de révélation. Ok. Les gens, mon meilleur ami d'abord, qui menait la même activité que moi, il est mort dans cette activité-là, il est mort dans la rue, il a été fusillé. Il est mort. Bon, c'est le 1. Le 2, c'est à cause de ma mère aussi que j'ai changé parce que c'est la seule qui était avec moi durant ma durée de prison. Bon, les petites amies là, c'est un peu bon. Eux, je ne l'aime même pas parce qu'ils n'ont presque rien fait par rapport à ma mère. C'est ma mère qui a tout fait. C'est elle qui a fait les démarches au tribunal, elle a fait comme juge. Bon, elle a tout fait en fait. C'est un peu ça. Il m'a beaucoup conseillé que, tu vois ce que j'ai fait, ceux qui ont mangé ton argent, beaucoup sont là dehors. Personne ne cherche à voir si tu vis ou si tu es mort. Tu vois que c'est moi, ta mère, qui fait tout. Et moi aussi, ta mère, je vais te parler pour que tu écoutes. Si tu sors, que tu prends toujours les mêmes gens que tu étais avec eux auparavant, qui t'ont rien apporté quand tu étais incarcéré là, c'est que tu n'es pas mon fils.
Et nous tous on connaît que quand une mère te colle la bouche, même ça ne te touche pas, ça te poursuit. C'est un peu dans ce contexte, raison pour laquelle je passe sur les réseaux sociaux tous les jours pour dire aux frangins là que moi je vais vous parler en connaissance des causes. Ça ne paye pas. L'ondo c'est sucré, le tribunal est salé, mais l'ongata c'est pimenté. C'est un peu ça. Dit comme ça, on se rend compte que votre personnage, justement la personnalité que vous êtes aujourd'hui après la prison, on a l'impression que ça a été pensé, que ça a été travaillé, que ce n'est pas le fruit d'un tout à coup, j'ai envie de dire. D'aucuns parleraient d'un coup de buzz. Un peu de c'est-à-dire? Je suis en train de dire que la personnalité que vous êtes, vous venez de sortir une assertion qui vient tout droit de votre inspiration, j'ai envie de dire, et tout ce que vous pouvez dire comme parole, on tue quelqu'un, en fait la signature qui est la vôtre, on a l'impression que c'est un coup de buzz, que c'est le fruit de toute une préparation en fait. On tue quelqu'un, c'est pas tuer comme vous pensez. En fait, on tue quelqu'un, c'est-à-dire, il y a le coup-feu, il y a le confinement, on tue quelqu'un, vous qui volez là, les agents du dehors vont vous tuer, il y a le coup-feu. En fait, c'est un peu ça, mais il faut bien détailler les petits mots là pour comprendre ce que je veux dire. C'est pourquoi je dis à mes frères du goudron qui peuvent bien comprendre ce que je dis par rapport à quelqu'un qui vit à la maison, qui ne parle pas argot, tu vois un peu, non? Effectivement. Monsieur Etougou Ondo Erwan, vous êtes étudiant en management, voilà, vous faites du management à l'école, vous êtes en 2e année et vous avez des confrères qui sont aujourd'hui avec nous et on se rend compte qu'il n'y a pas de programme de réinsertion. Vous, en tant que jeune, puisque vous côtoyez justement cet environnement-là, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Moi, déjà, je proposais que les autorités, déjà, on va pas s'attendre, on va pas attendre que les gens viennent nous prendre pour essayer de... Non. Nous-mêmes, c'est un peu le combat que je mène avec mon type aussi. On veut lancer une association, histoire de faire un truc qui va faire en sorte que beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se retrouver, une campagne, et on va essayer de voir un peu avec nos grands, si là, on peut un peu nous donner un coup de main et tout pour faire des petites campagnes vite fait, histoire de ramener ceux qui sont perdus sur le bon chemin. C'est un peu ça. On n'attend pas vraiment des autorités, on essaye de faire le combat nous-mêmes, mais tout en sachant qu'il y a des gens qui peuvent nous aider. Donc c'est un peu ça. Si nous déjà essayé, comme on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est un peu ça. Monsieur Stani, est-ce que vous avez l'impression justement que la société vous a pardonné? Est-ce que vous avez ce sentiment-là que la société vous a pardonné, que les personnes qui sont autour de vous vous ont finalement accepté? Le regard des gens, est-ce que ça compte encore pour vous? Bon, le regard de certains, le regard de certains compte pour moi, mais pour certains, ça compte pas parce que j'attends rien en retour d'eux. C'est-à-dire, je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Donc, c'est-à-dire, je ne me base pas sur les pics qu'on me lance de gauche à droite, que oh, le bandit là, le voleur là. Non, si je me focalise sur ça, je ne vais pas avancer. Ok. Ce qui va faire en sorte que je peux me fâcher un jour, dire que je vais changer, on ne veut pas me croire. En tout cas, je retourne dans mon activité précédente. Ça va me ramener en arrière. Je ne peux plus. On avance seulement. On avance seulement. C'est bien compris. Avant de me retourner vers Deborah Praise, je vais demander à Ulrich, le porteur, s'il a un commentaire à ajouter. Bon, à travers nous aujourd'hui, certains jeunes qui volaient avec nous ont un peu peur de voler parce qu'ils ont vu que nous, on a changé. On a un peu l'influence sur eux aujourd'hui parce que à travers nous, ils peuvent changer. Donc, ils ont décidé de changer à cause de nous. Ils sont venus nous voir, ils ont décidé de changer. Bon, c'est pas sûr qu'ils ont changé, mais on attend les résultats. Puisqu'on ne marche plus ensemble, mais c'est pas ce qu'ils font derrière moi. Une façon de dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Deborah Praise, dites-nous s'il vous plaît, quelles sont comme ça les difficultés majeures auxquelles vous faites face justement dans la réinsertion des jeunes ex-détenus? Oui, la réinsertion est une problématique très importante dans le domaine carcéral et pour tout ce qui est vie associative qui touche à ce milieu-là. Parce que si nous ne voulons plus que des jeunes se retrouvent en prison, la solution c'est de bien travailler en amont, c'est-à-dire la sensibilisation pour la jeunesse, mais aussi travailler avec ceux qui sont déjà passés par la case prison.
Et c'est là que se trouve la grande difficulté. Parce que la sensibilisation, ça va, elle a ses challenges à elle. Mais la réinsertion, c'est tout autre univers. Donc, le détenu, l'ex-détenu va se heurter à une réalité sociale on ne peut pas nier. C'est humain, en fait, pour une personne d'avoir peur de quelqu'un qui est passé par la case prison. C'est une réaction humaine. Donc, ce qu'il faut faire avec la réinsertion, le grand challenge, c'est de travailler à ce que la société arrive à accepter les ex-détenus sans tomber dans la stigmatisation. Premier point. Le deuxième point, c'est de travailler à faire en sorte que l'ex-détenu lui-même ait une attitude qui corresponde à son statut de repenti. Parce que ça aussi, ça compte. Donc, avant que vous ne posiez un acte de délit, les gens ne sont pas censés savoir que vous pouvez le faire. Jusqu'à ce que vous le démontriez. Quand vous êtes passé par la case prison et que vous ressortez de là, les gens se demandent, mais est-ce que vous n'allez pas recommencer ce que vous avez fait hier? Ouais. Et donc, il y a le crédit confiance qui disparaît, qui devient, qui devient la monnaie de la réinsertion. Donc, le principe de la réinsertion va passer par l'entité confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à celui qui est sorti de prison? Est-ce qu'on peut lui confier de l'argent? Est-ce qu'on peut lui confier des responsabilités? Est-ce qu'on peut lui confier quelque chose? Est-ce qu'on peut compter sur lui pour avoir une nouvelle façon de vivre en société? Et c'est là que se trouve le grand challenge. Donc, d'un côté, on a le détenu qui exige de la société une acceptation, et de l'autre côté, on a une société qui s'est sentie trompée dans le premier crédit confiance qui a été donné. Et donc, il se pose des questions sur le réel repenti du détenu. La réinsertion, c'est un peu ça. Maintenant, au milieu de ces deux challenges, va se retrouver la société civile, parce que les gouvernants mettre seulement en place des politiques, mais qui sont pas très efficaces en fait, à vrai dire. C'est pas très efficace. Donc, le point de la réinsertion est un point qui est très travaillé société civile. Donc, ce sont les ONG qui s'y impliquent véritablement, parce que le gouvernement a déjà casquette. C'est la police qui a fait mettre le détenu en prison, et des fois les détenus se sentent un peu menacés de se voir suivre en fait par un groupe, un département de réinsertion rattaché au ministère. Donc, les détenus font plus confiance à la société civile qui arrive. Et cette société civile qui vient va venir se battre entre ces deux éléments que je viens d'expliquer, l'attitude de l'ex-détenu et l'attitude de méfiance de la société. C'est là que se trouve le grand challenge. D'un côté, il faut faire de la sensibilisation auprès de la société, donc principalement de la famille de l'ex-détenu et de son entourage, pour accepter son repenti. Et de l'autre côté, il faut négocier avec l'ex-détenu pour qu'il ait une très bonne attitude. Et ça, c'est pas très évident, parce que des fois, on a des surprises très très désagréables qui font que, à la fin, ça rend la négociation vraiment très difficile. Donc, ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est que c'est vrai qu'il y a ce fameux slogan, cette fameuse pensée qui circule dans toutes les générations, qui dit que quand on est jeune, on doit vivre sa vie. Mais vivre sa vie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ouais. Donc, il faudrait une génération qui prenne conscience de ses actes. Parce que quand vous passez par la case prison, que vous le vouliez ou pas, vous avez comme une marque, en fait, qui vous est rattachée. Et quel que soit l'endroit où vous allez partir ou le travail que vous voulez faire demain, après vous êtes repenti, vous avez ce qu'on appelle un casier judiciaire qui va vous suivre et qui va révéler votre passé. Et des fois, il est très difficile pour l'ex-détenu de se détacher de ce vilain passé-là. Donc, si par exemple, vous avez participé à un détournement de fonds, comprenez que même si vous êtes comptable et que vous êtes très très bon comptable, il sera difficile pour moi ou pour n'importe qui de vous embaucher dans une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc, quelque part, oui, l'ex-détenu peut avoir la volonté d'avancer, mais en même temps, vous avez prouvé que vous pouvez faire certaines choses. Voilà. Donc, le travail de la réinsertion, c'est ça. Et c'est à ce stade que vraiment la société civile galère, je vais le dire ainsi, pour apporter des solutions efficaces. C'est pas difficile, c'est pas facile, pardon. C'est pas facile du tout, parce que ça demande de l'énergie émotionnelle, ça demande de la ressource, des ressources humaines, ça demande aussi de l'argent.
Et comme on ne peut pas prévenir et calculer, planifier, anticiper sur la réaction de quelqu'un, ça fait que la réinsertion, est un domaine où beaucoup d'acteurs de la société civile ne veulent pas investir parce que c'est pas rentable. Je vais dire ça comme ça. En termes de résultats, c'est pas vraiment rentable. La plupart des ex-détenus reviennent, aux actes qu'ils ont abandonnés au départ. Et ça, c'est vraiment difficile dans la réinsertion. On se rend compte que nous sommes accompagnés des héros puisqu'ils ont goûté à l'univers carcéral, ils n'ont pas suivi de programme de réinsertion, mais aujourd'hui ils sont en train de mutualiser leurs forces justement pour pouvoir s'affirmer dans la société. Monsieur Stani, à l'écoute de ce que disait Déborah tout à l'heure, on se rend compte que vous avez, en tant qu'ex-détenu, une responsabilité qui vous incombe pour que la société puisse vous accepter, pour que la réinsertion, j'ai envie de dire, puisse être totale et effective. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en pratique bien avant que je sorte d'abord de prison. Changer de fréquentation, en fait, me responsabiliser, quoi. C'est quelque chose là qui est fait. Et que je continue toujours de suivre sans vous cacher parce que même mes fréquentations ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui fait dans le négatif sans vous mentir même à part bonjour quoi, c'est plus vraiment ça. Et ça me crée les conflits avec mes frères parce que d'autres disent que bon, tu es déjà un allo, c'est nos langages au quartier. Quand tu traites d'allo, c'est que tu es quelqu'un de. Tu es un indi. Tu travailles avec les agents, un peu le truc de ce genre. Parce qu'ils voient que je quitte de leur monde. Et la loi de la mafia, c'est ça. Quand tu sors de la mafia, c'est que tu es vu comme un trait. On est reçu comme ça. La loi de la mafia. Monsieur le porteur, à l'écoute des propos de Déborah, vous avez compris aisément qu'il y a une responsabilité qui pèse sur vos épaules. Aujourd'hui, c'est 5 mois de liberté. Vous frappez à des portes qui ne s'ouvrent pas à vous, mais vous avez désormais une responsabilité qui vous incombe, celle de soigner votre attitude et votre comportement dans la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. Bon, mon comportement est déjà soigné parce que je ne marche plus avec les mêmes personnes qui m'entraînaient à aller voler. J'ai soigné mon comportement depuis que je suis sorti de prison. J'ai travaillé chez un monsieur menuisier. Bon, j'ai arrêté le travail parce que la menuiserie ne me convenait pas. Ça me donnait des problèmes de poitrine, des problèmes respiratoires. Bon, depuis quelques mois, on vend des t-shirts avec le panneau. Comme je disais, c'est ça qui nous rapporte un peu de soupe. Beaucoup de gens vont se poser des questions qui, bon, les petits ne travaillent pas, mais comment ils ont des bijoux en or, comment ils font, faut pas mettre la tête sur nous. Nous, on a notre business qu'on fait, on vend nos t-shirts, ça nous rapporte quelque chose. Et on est aussi des jeunes ambitieux. Donc, quand on gagne par exemple 20 000 par jour, on sait épargner. On peut épargner même 18 000, on mange 2 000. Ça ne nous fait rien. Donc, c'est un peu ça. Mais Ulrich le porteur, je vais rester avec vous parce que ce que vous dites et ce que vous êtes, j'ai envie de dire, suscite vraiment beaucoup d'inquiétude. Parce qu'après 5 mois de prison, j'ai pas envie de vous demander d'où vient l'idée de mettre des t-shirts sur le marché, mais j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on trouve le financement pour mettre une telle activité sur pied, après 5 mois de liberté seulement. On a d'abord des parents, d'abord en un mot. On a des parents qui nous soutiennent. Nous ne sommes pas délaissés comme certains jeunes. À nos sorties de prison, on a eu des parents qui nous ont soutenus, qui nous ont donné des sommes de 100 000 francs, 200 000. On a pu se réinsérer dans la société avec 100 000 ou bien 200 000 au Gabon. Si tu es intelligent, tu peux multiplier ça. Ça redevient 2 millions, 3 millions, 4 millions. C'est ce que j'ai un peu fait. Je passe d'abord le coucou à ma mère, je passe le coucou à mes 3 grandes sœurs, Christelle, Ornella, Suzanne et ma mère Ngosso Thérèse et mon père Ngosso Oscar. C'est bien. Aujourd'hui, ils sont fiers de moi parce que j'ai changé. Ils n'attendaient pas ça de moi. De moi, ils attendaient un futur grand bandit. Et la police venait cogner à la porte tous les jours. Ils venaient déranger ma mère, tout ça. Donc, ils sont fiers de moi aujourd'hui. C'est un peu ça. Et moi aussi, je suis fier de moi-même. C'est très bien. Et nous aussi, ici, nous sommes fiers de vous. Je vois Stani qui voulait réagir, quelque chose à ajouter.
Non, il n'y a rien à ajouter. Il a tout dit, en fait. Il a tout dit, c'est ça. Il l'a tout dit et il a surtout bien dit. Si. C'est les parents qui nous encouragent encore dans cette activité-là. C'est les parents. Parce que sans nos parents, sans vous mentir, pour moi, quelqu'un comme moi avait la honte, l'orgueil pourrait me pendre. Je suis sorti de prison. Que dois-je faire pour avoir l'argent au vol? Ou quoi? Bon, admettons que j'avais pas les parents dehors. Merci à ces parents-là. On va souffler un grand coup, on regarde cet élément et on revient après. Coucou à tous. La réinsertion est un processus qui consiste à replacer dans la société des individus autrefois condamnés. Et ceci est un des principaux objectifs de la pénologie moderne qui entend éviter la récidive ou la multirécidive. Alors, il faudrait noter que presque tous les pays du monde entier connaissent ce problème au niveau de la réinsertion. Et je prendrai exemple sur mon pays, le Togo, qui compte 13 prisons et où on peut dénombrer une majorité jeune. Alors, ces jeunes ont l'habitude, après leur libération, de répéter leurs délits. Ce qui cause problème au niveau de la société qui déjà a du mal à faire confiance à ces personnes qui ont failli. Alors, il va falloir que les politiques éduquent sur la manière d'accepter ces personnes et aussi mettre en place certaines structures leur permettant de se recadrer après leur libération. Et je souligne aussi qu'au Togo, il y a des activités qui leur permettent d'apprendre des métiers artisanaux et ainsi être autonome ou bien essayer d'être autonome après leur libération. C'est un combat qui entend à se faire mener ensemble et non laisser ceci pour les politiques ou bien pour les prisonniers seuls. Il va falloir que tous ensemble nous puissions accepter ces personnes après leur libération et ne pas les stigmatiser, leur donner des chances et leur accorder aussi des opportunités. Merci, à la prochaine. Alors, monsieur Etougou Erwan, moi j'ai comme ça envie de vous demander quelle est votre vision actuellement? Il y a des vidéos, il y a des sensibilisations qui passent. Où est-ce que vous voulez emmener les gens au travers de ce que vous faites? On va amener les jeunes à changer de mentalité. On va les amener à penser que ce sont des travailleurs parce que déjà à la base, l'homme c'est quelqu'un qui doit être habitué à être en mouvement, il doit travailler, tu peux pas rester à la maison, on veut des travailleurs, on veut longueurer ses bols, les gars, travaillez, changez de vie, ne volez pas parce que la vie facile, c'est un peu ça. Moi, d'autres vont dire on n'a pas travaillé, nous sommes là, on est là, on chante, on fait n'importe quoi. Moi j'ai travaillé avant d'être ce que je suis en ce moment. Par nous, il a travaillé, peut-être pas dans le sens où on peut dire, mais être en prison, c'est travailler quelque part. C'est peut-être travailler le mental, voilà, ça forge un peu, c'est un peu ça. Donc, on ne veut pas que les jeunes restent dans des mauvaises choses. On veut aussi les aider à penser que, bon, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, vous nous demandez de travailler, nous, quand on vole, on a l'argent facilement, on fait ce qu'on veut avec, mais maintenant, quand vous nous demandez ça, qui va nous donner le travail, qui va nous aider, bon, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour leur donner du travail. Mais si on peut déjà changer la mentalité de certains, juste avec ce qu'on dit dans les sons, avec ce qu'on dit dans les vidéos, bon, le message est passé. C'est un peu ça. Et le message est passé. Monsieur le parano de l'Éternel, quelque chose à ajouter? En vos mots? J'ai ajouté quelque chose, c'est-à-dire mes frères qui sont de l'autre côté de la 10e province de Libreville, tu vois, eux ils veulent changer, c'est vrai, ils disent que ce que vous dites sur les réseaux sociaux c'est bien beau les gars, vous nous sensibilisez pour changer, mais à notre sortie de prison, quels sont les centres de réinsertion que vous nous demandez de peut-être d'aller nous conduire, que bon voilà, je sors de prison, j'ai changé, comment je peux faire pour me réinsérer dans la société? En fait, tous les jours, ils nous posent des questions. Comme nous ne sommes pas le gouvernement, on ne peut pas les répondre. On est obligé de leur dire que, les gars, calmez-vous, ça va arriver, c'est un peu. Mais sinon, d'autres, je crois que les témoins, ils sont dans les projets de changer. Moi, je ne suis pas dans leur cœur, mais la manière dont ils s'expriment envers moi, ils sentent que, bon, quelque part, ça lui touche, quoi. Ouais. Ça lui touche vraiment d'être encore dans ce genre de conditions, mais il veut sortir de là, il ne sait pas
comment faire en fait, c'est un peu ça. J'ai envie de vous demander comme ça, quel a été le plus dur pour vous en sortant de prison? Quel a été le plus dur pour vous en sortant de prison? Lors de votre sortie de prison, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Chose qui a été le plus dur pour moi, c'est d'abord de changer mes amis, parce que c'est pas facile. Changer des amis, c'est pas facile. Tu peux quitter ton ami, lui que tu vas rencontrer, tu ne sais pas quelle idée il a. En fait, tu ne sais pas comment il te voit. Il peut te montrer un visage qui rit ma vie, mais ce qu'il pense de toi, c'est autre chose. Okay. En fait, c'est le moment le plus dur que j'ai passé à ma sortie. Quitter d'une étape à une autre étape. Okay. C'est un peu ça. Ulrich le porteur, la question vous est également posée. Quel a été le plus dur pour vous dès votre sortie de prison? Le plus dur pour moi, c'était de changer mon comportement, mes amis, un peu ça. Avant ma prison, je me comportais mal. C'était un peu d'essayer de changer mon comportement, essayer de faire un peu comme les autres jeunes, essayer de trouver du travail un peu ça, c'est un peu ça. Essayer d'arrêter le banditisme, arrêter de faire pleurer les pauvres mamans, un peu ça. Essayer un peu de bien se comporter dans la société. Et c'est bien compris, on va se tourner vers Deborah Praise. Alors Deborah, dites-nous, est-ce que justement la problématique de réinsertion concerne comme ça tous les jeunes? Oui, c'est un sujet important qui concerne tous les jeunes. La jeunesse doit comprendre que le monde est de fonctionner et que leur mentalité est la chose la plus importante en fait pour cette génération-là. Je m'explique. C'est-à-dire, on décide de passer à l'acte, on décide de faire de mauvaises choses, on décide, on choisit un métier. Dans la plupart des cas, on peut prendre tous les de détenus ou d'ex-détenus ou d'enfants de la rue, les profils sont pratiquement les mêmes. Ce sont des personnes qui sont très attachées à leurs amitiés et qui malheureusement ont de mauvaises amitiés. Donc, ils sont prêts à tout pour plaire à cette amitié-là, à ces amis-là, au détriment de la famille, au détriment des bonnes voies de la société qui s'est conscientisée. Donc, le point important pour moi, c'est que la jeunesse prenne conscience du fait que dit ses amis. Et quand on a décidé de marcher avec de mauvais, on doit comprendre que les mauvaises actions auront des conséquences. Et on doit le dire. Ici en Côte d'Ivoire, dans mon travail, il y a toujours des jeunes qui m'appellent pour me dire ah maman, je suis à la gendarmerie, on s'appelle. Après, ça rentre dans de grands débats, les mensonges et tout, etc. Mais en tout cas, dans bien des cas, rarement la personne va avouer son acte et reconnaître que c'est très rare. Donc, premier point, des mauvaises fréquentations. Décider de marcher avec de mauvais amis. Premier point. Deuxième point, moi je trouve cet attachement assez bizarre, l'attachement d'amis qui nous pousse ou avec qui on va aller commettre qui vont nous emmener en prison. Ensuite, on refuse d'écouter la famille. Donc à la fin, la plupart des détenus vous diront ma famille n'a pas voulu m'aider, mais que ma famille va m'aider ou bien que le gouvernement va m'aider. Donc à la fin, personne qui doit venir supporter la charge des conséquences de cette qui a choisi de passer du mauvais côté du fleuve, ce que je veux dire. Donc mon message aujourd'hui pour la jeunesse, c'est de faire attention. Faites attention à vos choix. C'est vous qui aurez du mal à trouver du travail, c'est vous qui stigmatisez, c'est vous qui aurez à transporter avec vous un lourd passé. Et après, comment je dis ça, c'est très difficile pour plusieurs en fait de se refaire une vie. C'est bien compris. Merci pour ce message, Déborah. Je vais me tourner vers le parano de l'Éternel. Alors dites-nous, quelles sont comme ça vos attentes par rapport à l'État pour la réinsertion justement de ces jeunes qui sortent de prison? Mon attente par rapport au changement de l'État, par rapport à... Qu'est-ce que vous souhaitez justement que l'État puisse faire? Que l'État cherche à créer un centre de réinsertion pour jeunes, c'est-à-dire un centre de formation où on peut former un mécanicien, même un électricien, un plombier,
un peu de tout, parce qu'au Gabon, il n'y a pas... Bon, moi, mon projet que j'ai en tête, c'est par exemple créer un lavage même pour Go. Ok. En Côte d'Ivoire, ça existe, lavage pour Go. C'est déjà même fou. Bon, c'est déjà même fait au Gabon, mais en fait, si on crée ça, qu'est-ce que ça peut donner? Parce qu'au Gabon, il y a beaucoup de nos sœurs là qui sont dans la rue, ils ont jusqu'aux enfants, mais ils ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Et quand ils partent demander le travail, à part nounou, ménagère, il n'y a pas un autre travail qu'on peut leur trouver. Moi, je trouve que même le lavage, les gars peuvent laver les voitures. En Côte d'Ivoire, il y a ça. J'ai suivi des vidéos. J'ai un ami qui est là-bas aussi, qui a fait aussi la prison comme moi. Okay. Il est sorti, ses parents l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Je fais la musique là-bas en Côte d'Ivoire et en même temps aussi, ils sensibilisent. C'est un peu ça. Monsieur Erwan. Moi déjà, avant de répondre à la question, je reviens au fait que elle disait la jeunesse doit prendre conscience, ça c'est vraiment vrai. Okay. Mais n'oublions pas aussi le fait qu'il y a des, comment dirais-je, déjà nous, la jeunesse, on va pas se mentir, il y a beaucoup il y a les drogues, il y a l'alcool, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'autre se retrouve inconscient, donc sous l'emprise de quelque chose. Ouais. Donc on ne peut pas totalement dire que quand il y a d'autres qui le font, ils ne le font pas de manière préméditée. En fait, c'est souvent sous l'effet de quelque chose. Mais maintenant, bon, moi aussi, j'attends que l'État fasse quoi, parce que on peut pas prendre. Voici pourquoi je dis souvent les conséquences. C'est vrai, le choix est personnel, mais les conséquences, on n'a pas toujours, on n'a pas, comment dirais-je, les conséquences nous-mêmes nous les gérons pas. C'est-à-dire que si quelqu'un me châtie, c'est pas moi qui comment dirais-je, qui a le châtiment en main. C'est la personne qui me châtie qui l'a en main. Okay. Donc, juste pour dire que quelqu'un qui vole quand il part en prison, quelqu'un qui tue quand il va en prison, quand les deux se mettent ensemble, il va avoir quelle mentalité. Quelqu'un qui vole, il est parti pour vol, il va peut-être faire 1 an, 6 mois, mais il se retrouve avec quelqu'un qui est là-bas pour meurtre. Les tous se retrouvent ensemble là, ils se parlent. Mais maintenant, ça rigole. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont se dire quand les deux personnes, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Déjà, c'est un peu sur ça que moi j'essaie de parler parce que même si d'autres sont partis là-bas de manière inconsciente, en fait, moi je peux partir en prison parce que voilà, il y a beaucoup de comment dirais-je, on dit souvent comment il y a, c'est pas tous ceux qui sont innocents, il y a beaucoup d'innocents en prison. Ouais. Moi je suis innocent, je vais en prison à cause de peut-être nécessité d'enquête, le temps que je sois là-bas, je me promène avec quelqu'un qui tue. Mais au sortant de là, qu'est-ce que j'aurais dans la tête? J'aurais rien parce que il n'y a personne qui va me montrer le bon chemin. Je vais toujours être avec les gens qui ont tué et ce sera facile pour moi de me dérouter. C'est un peu ça parce qu'on a forte influence vis-à-vis de nos proches. C'est un peu ça. Donc j'aimerais que l'État essaie un peu de revoir ça. C'est vrai, la prison, c'est ça. Il faut que les gens aient en prison quand ils font des mauvais trucs. Mais il faudrait aussi que chacun ait sa place, quoi. C'est un peu ça. Ulrich Le Porteur, je puis vous assurer que votre voix sera entendue. Qu'est-ce que vous souhaiterez voir changer au niveau de l'État? Vous êtes sorti de prison, vous n'avez pas reçu un suivi, de la société civile, des pouvoirs publics pour vous permettre de vous réinsérer. Et pour ceux et celles qui vont sortir après vous, qu'est-ce que vous souhaiterez que l'État fasse pour eux? Moi, ce que je veux que l'État fasse, c'est qu'il trouve un centre de réinsertion en prison centrale, que si tu arrives par exemple pour une peine de 3 mois ou bien 6 mois en prison, tu peux faire quelque chose qu'en sortant de prison, tu peux venir faire en liberté. Ce que moi je demande à l'État, il ne faut pas aussi qu'on va trop mettre les charges sur l'État. Bon, on a commis notre forfait, c'était de nous-mêmes, mais ce que moi je demande à l'État, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure là. Sinon à part, ce n'est pas grand chose à dire. Merci bien, je crois que votre message s'est fait entendre. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette interview. On va revenir avec Déborah. Ok. Nous, dans notre action, notre tâche auprès du gouvernement, c'est un plaidoyer pour que certaines règles soient applicables au milieu carcéral. Mais pour le cas de la réinsertion, nous savons très bien que il est difficile pour l'État de s'y pencher. Il faut mettre sur table des problèmes de scolarisation pour et puis tous les autres problèmes que les gouvernements.
Donc, on ne met pas vraiment pression sur le gouvernement. Donc, nous travaillons plus avec les familles et les détenus. Donc, nous veillons à aider le détenu en totalité. Parce que dans notre instance, nous avons eu à aider les détenus qui ont eux-mêmes gâché leur chance de rien. Un exemple comme ça, au passage, c'est un que nous avons soutenu entre 2014 et aujourd'hui pour une réinsertion réussie, détenu lui-même, c'est la personne elle-même. Comment est-ce qu'elle se voit, quelles sont les décisions que cette personne sont les efforts qu'elle peut consentir même pour changer. Donc nous voyons plus la réinsertion dans ce sens-là. C'est bien compris, merci. Donc avant de demander un mot de fin, je vais poser à nos compatriotes ici une question que je dirais d'ordre indiscret. Monsieur Stani, qu'est-ce que vous souhaiterez voir changer en milieu carcéral? Le mode de premièrement d'abord, le mode de vie du milieu carcéral. Ok. La ration pénale et l'alimentation d'eau parce que ici, Non, tu as le droit. Tu as le droit, c'est pas le problème. Le problème, l'alimentation d'eau. Ok. La ration pénale, ouais, des choses qu'on change en milieu carcéral. C'est bien dit. La question est également posée à Ulrich le porteur. Qu'est-ce que vous souhaitez voir changer en milieu carcéral? Aujourd'hui, sous d'autres cieux, nous avons des prisons dans lesquelles les détenus ont eux-mêmes leurs clés parce qu'ils sont responsabilisés, j'ai envie de le dire comme ça, et on se dit que c'est des droits humains qu'il faut mettre en avant, la dignité de tout un chacun. On vous écoute. Bon, ce que moi je vois changer en prison, c'est un peu la ration pénale, comme disait auparavant. Peut-être c'est pas vraiment ça. Un homme ne peut pas se nourrir d'un pain avec un poulet par jour. Il ne peut pas, parce qu'il est par exemple condamné à 5 ans, qu'il n'a pas de visite, il va faire comment pour survivre? Il ne peut pas survivre. Il est obligé de se livrer aux autres. C'est un peu ça. Bon, on voulait un peu que ça puisse changer. C'est un peu ça. Et à part ça, rien d'autre. Monsieur Etougou Ondo Erwan dit EJ. Alors, un mot de fin, nous tendons vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous souhaiterez que les gens retiennent de vous? La famille, c'est EJ. Non. En fait, je veux juste essayer de voir que je n'incite pas, je suis pas là pour inciter la jeunesse, que ce soit peut-être pas seulement au Gabon, en tout cas la jeunesse entière, la jeunesse internationale. Je suis pas là pour les inciter à faire n'importe quoi. On n'écoute pas totalement ceux que là-bas aussi l'Occident, ceux qui glissent dans les sons, on écoute un danse juste parce que voilà ça bouge et tout. Donc je veux pas que à travers moi certaines personnes se donnent envie d'aller faire n'importe quoi. Donc ça les gars, on danse en famille, il y a rien, on n'est pas là pour se faire du mal, c'est un peu ça. Ulrich le porteur, un mot de fin s'il vous plaît. Non, j'encourage comme mes frères qui ont changé, je les encourage à la bonne voie que quand un homme change, il doit s'attendre aux injures des gens, il doit s'attendre un peu ça, il doit un peu s'attendre à tout ça. Aux mauvaises paroles des gens, il doit un peu s'attendre à tout ça. Donc j'encourage mes frères qui ont changé comme nous, qui ont décidé de choisir la bonne direction, je les encourage encore une fois de plus. À part ça, c'est bon. En laissant votre signature avant, dites-nous un mot de fin s'il vous plaît. Bon, je remercie encore. Non, c'est pas comme ça que vous vous adressez à vos frères de la rue, avec votre signature. C'est la fonderie, c'est à Québec de boss. On ne tue plus quelqu'un, on s'en fout. Éléments, assez concentrés les gars, c'est nous-mêmes les schizos parano. On est toujours là pour vous sensibiliser. La vie c'est pas la royale, c'est le réel. On ne voit pas ça, on vit ça avec les yeux. On s'en fout éléments. En tout cas, merci beaucoup. On rappelle que nous avons été lors de cette émission avec Etougou Ondo Erwan, qui est étudiant de 2e année en management. Nous étions avec Ulrich le porteur.
Nous étions également depuis Abidjan en Côte d'Ivoire avec Madame Apaka, Deborah Praise et avec les Kogostani. Merci d'avoir été des nôtres. Nous avons parlé aujourd'hui de réinsertion justement des jeunes ex-incarcérés. On va le dire comme ça. Il en ressort de cette émission que chacun de nous a droit à une seconde chance. Nous avons commis des forfaits, nous avons purgé notre peine et nous avons besoin à côté de cela d'être accompagnés et que nos États puissent mettre des dispositions, des politiques en place pour que cette couche sociale puisse justement être réinsérée de façon effective et je dirais efficiente. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.